Bien, bonjour à tous pour ceux qui sont déjà en ligne. On va prendre quelques instants pour laisser aux uns aux autres le temps d'arriver. Alors, on se donne encore une minute et puis laisser à chacun le temps de revenir de ce long week-end. Eh bien, Badre, je te propose qu'on démarre Allez, notre présentation. ça marche. Alors, c'est moi qui ai la main sur les slides, donc je les ferai tourner au fil de l'eau. Et donc, nous nous retrouvons pour une quarantaine de minutes, 45 minutes précisément, pour évoquer eh bien, notre retour d'expérience croisée entre la Poste Immobilier, bien sûr, et Sobre Énergie. Et on va pouvoir, grâce à ça, passer en revue l'ensemble des aspects du sujet. Alors, peut-être pour commencer, Badre, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Badr Arbi, directeur technique et immobilier durable à Poste Immobilier. Donc la Poste Immobilier qui est la foncière du groupe La Poste et qui gère les 10 000 bâtiments, 7 500 bâtiments du coup, les bureaux de poste, 2 000 plateformes industrielles et 500 bâtiments tertiaires multi-occupés qui regroupent l'ensemble des directions du groupe. Et donc du coup, la direction technique a en charge l'exploitation et la maintenance du coup de l'ensemble des bâtiments, les thématiques liées à l'immobilier durable, dont le management de l'énergie dont on va parler aujourd'hui, et puis tout ce qui est travaux propriétaires et les travaux qu'on réalise pour les branches. Donc c'est à peu près 120 millions d'euros de travaux qu'on réalise pour l'ensemble des branches tous les ans. Merci Badre. Moi, je suis Hérald Berthaud, je dirige Sobre depuis quelques années maintenant et nous sommes ravis de pouvoir partager cette expérience avec le groupe La Poste. Et au moment où on démarre cette présentation, les chiffres que nous venons d'entendre sont impressionnants. Mais en même temps, ils regroupent des réalités multiples et variées, des tout petits ensembles comme de gros ensembles. Et je pense que c'est à ce titre que l'expérience qu'on va évoquer pourra retrouver des échos pour tout le monde. Et tous les périmètres, certes consolidés, sont lourds, mais finalement, c'est une multitude d'expériences petites. Alors, en termes de fonctionnement, je vous propose de vous présenter Sobre brièvement. Donc, effectivement, nous sommes une filiale de gros actionnaires qui sont la Caisse des dépôts d'un côté, la Poste Immobilier et puis le groupe Egis, cabinet de conseil dans le domaine du bâtiment que tout le monde connaît bien aujourd'hui. Donc, notre métier aujourd'hui repose vraiment sur trois grandes dimensions qui sont la gestion de bâtiments, la gestion de data, mais et surtout la dimension humaine dont on est persuadé que
dans cette transition énergétique qui nous concerne aujourd'hui. Si on ne prend pas en compte suffisamment les hommes et les femmes qui sont les acteurs de tout ça, on risque de passer à côté du sujet. Alors notre expérience effectivement tombe dans le monde du public avec quelques grands acteurs au niveau des collectivités territoriales, mais aussi dans le monde privé avec des entreprises qui sont des leaders dans leur marché et qui nous ont demandé de les accompagner sur tout ou partie de leur parcours de transformation énergétique. Alors, cette présentation aujourd'hui va se dérouler en quelques étapes. Nous allons vous rappeler le contexte réglementaire dans lequel nous sommes intervenus et qui nous supporte l'ensemble des actions de transition énergétique dans lesquelles nous sommes engagés. Badr aura un retour plus précis sur la stratégie qui a été choisie au sein de la Poste et les leviers qui ont été décidés d'être mis en œuvre. On prendra le temps de regarder une illustration rapidement de ce que peuvent donner les travaux que nous avons effectués ensemble. On reviendra sur quelques facteurs de succès et puis nous conclurons. Je vous propose de conserver vos questions pour la fin de cette présentation. Toutefois, vous pouvez utiliser l'onglet questions au fil de l'eau pour qu'on puisse les enregistrer et puis peut-être y répondre au fil de l'eau grâce à Nathalie qui vous suit à distance. Alors parlons du contexte. Pas de surprise parce qu'on en parle de tous les côtés aujourd'hui et que nous avons en France un environnement qui est quand même particulièrement soutenu par un environnement réglementaire. Donc les différents contextes, décrets, autres plans de sobriété, décrets tertiaires, les lois climat, demain matin, la mise en œuvre définitive des décrets BAX, cette année la loi DADU, etc., créent un environnement réglementaire qui est extrêmement dense en France. Il faut reconnaître que les efforts qui sont mis en œuvre par les environnements politiques et les gouvernements qui se succèdent poussent à faire fonctionner la sobriété énergétique. Toutefois, ce qui est important, c'est de ne pas oublier que ce n'est pas que la loi qui doit être derrière nous. Il faut aussi trouver des enjeux pour que chacun et chacune y trouve son sens. Et donc, notamment actuellement, il y a une forte pression sur les prix. Je pense que tout le monde la connaît. Et donc, évidemment, réaliser des économies, engager la neutralité carbone, ce sont des enjeux majeurs qui dépassent le cadre de la stricte réglementation. Et puis dernièrement, c'est la dimension sobriété, où aujourd'hui on a bien vu cet hiver à quel point ça a été efficace. C'est que quand tout le monde s'engage pour faire attention à la façon dont on consomme, eh bien évidemment la situation s'améliore petit à petit. Et je ne voudrais pas rentrer dans le contexte plus élargi du climat, mais on sait tous de quoi est-ce qu'il retourne. Donc il n'y a pas que la loi, il y a aussi des opportunités, des engagements, et on verra tout à l'heure que c'est vraiment une question de volonté. Alors, quoi qu'il en soit, il y a un calendrier réglementaire qui se situe entre aujourd'hui et puis 2030, donc on est sur des échéances longues. Tout n'est pas fait d'obligation, mais aussi d'opportunités pour pouvoir essayer de travailler cette démarche de transition et de sobriété énergétique, de pouvoir la marquer dans le temps et de lui trouver un bon rythme. Donc typiquement, cette année, la plupart des entreprises privées vont être concernées par la loi DADU, après avoir engagé en 2022 une première étape du décret tertiaire. On va avoir en janvier 2024 la loi sur le climat et la résilience. En l'hiver 2024, sans pour autant que ce soit une obligation ni une loi, eh bien, on a des chances de rencontrer une phase de plan de sobriété, puisque on risque de se reposer des questions de la même manière sur les sources d'énergie et sur leur prix. En janvier 2025, c'est BAX qui démarre, et puis on verra bien le déroulé des différentes étapes du décret tertiaire qui, lui, nous emmène dans une démarche beaucoup plus longue, bien évidemment. Alors, Badr, je te propose d'évoquer brièvement, et en prenant votre stratégie à cœur, comment est-ce que vous avez abordé le sujet au niveau du territoire du groupe La Poste. Bien sûr. Alors, dans ce schéma, on reprend un peu les différents leviers sur lesquels on joue dans le cadre de l'exploitation mais aussi des travaux qu'on réalise pour le compte du groupe La Poste. En gros, tous les sujets liés à l'exploitation,
Et dans l'exploitation, on retrouve bien sûr la sensibilisation aussi des occupants qui jouent un rôle majeur dans notre plan de sobriété, mais aussi tout ce qu'on peut actionner comme levier dans le cadre de nos exploitations, dans le cadre des marchés du coup de maintenance, notamment tout ce qui est multitechnique. Et puis l'aspect immobilier, donc plutôt sur le long terme, on parle plutôt de CAPEX, comment on va intégrer tous les enjeux réglementaires à 10, 20, 30 ans pour optimiser du coup la consommation énergétique de nos bâtiments. Pour vous donner une idée, dans le management de l'énergie, on a aujourd'hui le chauffage qui reprend à peu près 40% de la consommation énergétique de nos bâtiments, le process à peu près 30%, et puis 20% qui reprennent l'ensemble des autres éléments, l'éclairage et autres. Dans la partie process, on retrouve bien sûr toute la partie informatique et process industriel, notamment pour nos centres de tri. Et donc, du coup, à partir de ces ordres de grandeur, on voit bien que le sujet de l'exploitation représente un très fort enjeu. Donc, sur le court terme, sans travaux lourds. Donc, c'est comment on arrive à optimiser l'utilisation de nos équipements et techniques, soit par nos properties, nos FMR. Donc, comment on arrive à mobiliser nos équipes techniques pour optimiser la consommation. Un enjeu lié au commissioning, notamment lorsque on a nos nouvelles opérations qui sont livrées, comment on arrive à, c'est bien beau de mettre des GTB, de mettre des équipements techniques bien poussés, mais c'est comment du coup l'ensemble des utilisateurs finaux, l'ensemble des équipes techniques arrivent à utiliser ces équipements. La mobilisation des équipements, on en a déjà parlé, notamment par l'application d'éco-gestes. Donc on a mis en place 12 éco-gestes qu'on a affichés dans nos locaux, qu'on a sensibilisé, qu'on a déployé à très grande échelle au niveau du groupe. Et puis les diagnostics de sobriété, c'est comment du coup on met en place des indicateurs de pilotage de notre activité et qu'on les communique aux différents directeurs d'établissement pour mettre en place une dynamique qui soit positive pour l'ensemble des occupants. Et puis tous les aspects immobiliers, Hérald en a parlé, déjà toute la partie réglementaire liée au décret tertiaire, comment on arrive à avoir une trajectoire du coup d'économie d'énergie, mais aussi de décarbonation du parc à horizon 30 ans, comment on arrive à identifier nos passoires énergétiques et à mettre en place un plan d'investissement qui nous permet de baisser la consommation énergétique. Alors, on milite beaucoup pour des réhabilitations énergétiques aux bâtiments au lieu de partir sur des campagnes de remplacement d'équipements. Mais donc, ça nécessite d'avoir des audits énergétiques, déjà d'identifier nos passoires énergétiques et de mettre en place du coup des audits qui nous permettent d'avoir une stratégie à l'immeuble avec plusieurs scénarios et du coup une optimisation des investissements là oui, sur nos passoires énergétiques. Et puis, bien sûr, il y a tous les sujets de financement, les C2E, mais pas que. Comment on arrive à aller chercher des financements qui nous permettent à optimiser du coup ces CAPEX sur l'ensemble du parc. Alors, Badre, souvent les questions qui nous sont posées, c'est que quand on est face à un territoire aussi vaste en nombre de bâtiments, eh bien, finalement, comment est-ce que vous arrivez à faire vos choix et comment est-ce que vous faites votre priorité, puisque malheureusement, j'imagine que vous ne pouvez pas traiter les 10 000 bâtiments d'un seul coup. Bien sûr. Donc, le premier échelon, alors on le voit bien, hein, on essaie vraiment de raisonner par entonnoir. On a 10 000 bâtiments, mais du coup, alors, c'est comment on arrive à avoir nos KPI, nos données énergétiques sur l'ensemble de ces 10 000 bâtiments. Donc, soit par de la donnée liée à de la facturation, soit par de la donnée liée aux distributeurs, notamment par la télérelève, par les compteurs à distance. Bien sûr, on ne les a pas partout et bien sûr, il y a tout un sujet de data, comment on arrive à croiser toutes nos bases de données pour identifier là où on a des enjeux énergétiques. Donc, en faisant ce travail de data, du coup, par un Pareto, on arrive déjà à identifier les 3000 bâtiments les plus énergivores sur lesquels il faut du coup investir. Bien sûr, avec une vision asset, est-ce qu'on est sur du patrimoine? Est-ce qu'on est sur du locatif?
Est-ce qu'on est sur de l'actif qui est stratégique et donc du coup sur lesquels il va falloir qu'on oriente nos investissements à plus de 10 ans. Et puis, en fonction de ce travail, notamment avec les assets, comment on arrive, du coup, on limite en fait notre champ d'action sur un 1700 bâtiments. Et puis, du coup, on va rentrer dans des orientations techniques, avec des audits techniques, avec du coup une vision à l'immeuble beaucoup plus précise, et donc avec du coup des orientations des CAPEX sur ces bâtiments-là. Alors, le décret tertiaire facilite aussi les choses, hein. Aujourd'hui, on a à peu près 1000 bâtiments sur l'ensemble du parc qui sont concernés par le décret tertiaire, et donc du coup sur lesquels il va falloir qu'on investisse, et donc du coup orienter nos investissements. Et puis, en fonction de ce travail-là, il y a les résultats, il y a le suivi de nos actions, le suivi du pilotage en fonction des CAPEX qui sont réalisés. Et donc, du coup, tout ça est un cercle vertueux qu'on met à jour tous les ans par rapport aux résultats qu'on a obtenus. Merci Badr. Alors, à ce stade, on propose de faire une illustration de quelque chose que nous avons mis en œuvre spécifiquement cet hiver, autour notamment de la campagne EcoWatt 2022, dont tout le monde a entendu parler, et notamment grâce à des campagnes de communication grand public assez sophistiquées. Mais la Poste s'est engagée, Badr, dans cette démarche, et la Poste était signataire de la charte RTE 2022. Oui. Donc, nous avons bâti ou choisi de bâtir sur des périmètres qui ont été clairement identifiés, des indicateurs un peu spécifiques qui ont permis à des gens qui n'ont pas l'habitude de parler énergie, mais qui sont les dirigeants du groupe La Poste et qui avaient envie de voir comment est-ce que leur signature et leur engagement a été pris en compte et quelle efficacité ça a eu. Donc, typiquement, c'est une illustration. Donc, nous avons ici un outil qui a été fabriqué avec des solutions. Nous travaillons beaucoup avec le périmètre des applications disponibles, les rendus disponibles par Microsoft. Et donc, voici un premier rendu d'un indicateur qui a été bâti de façon assez rapide sur un périmètre restreint, certes, mais qui a fait l'objet d'une analyse particulière pour voir comment est-ce que les consommations ont évolué dans la période en question. Donc, j'insiste sur le fait que cet environnement se découpe en différents sous-ensembles. Les notions de réseau, LBP pour la banque postale, Postimo pour la foncière, la branche spécialisée dans les services au courrier et au colis. Chacun sont des sous-ensembles qui vivent dans un mode de fonctionnement avec leurs propres indicateurs, et c'est là où je disais que c'est un agglomérat de solutions de taille assez variable. Et puis, évidemment, nous avons proposé une solution qui permet d'avoir un suivi site à site pour chacun des débats. Donc, sur cette illustration, nous avons particulièrement la vision d'une consommation électrique. La courbe est clairement identifiée avec les périodes de chauffe qui sont un peu particulières. Et puis, on voit bien qu'on ne descend jamais en dessous d'un certain niveau. Et c'est là qu'on identifie les consommations indépendantes du chauffage, et notamment les process en ce qui concerne le territoire de la Poste, et puis l'apparition de plus en plus importante des consommations liées au transport, bien sûr, puisque je crois que l'effort fait pour verdir la logistique de la Poste s'identifie aussi dans les rechargements de véhicules. Alors, cette lecture, on a décidé de la faire avec une échéance pré-Covid et puis les aînés en cours pour pouvoir essayer de gommer ces périodes dont on sait tous que les consommations ont été un peu erratiques. Ça nous a permis de faire des comparaisons plus concrètes. Alors, l'accompagnement de ces indicateurs est suivi évidemment de tableaux beaucoup plus précis, ligne à ligne, qui permettent de regarder site par site comment est-ce que les choses se sont comportées et de voir comment chacun des ensembles ou des groupes ont pu faire l'effort dans le domaine du plan de sobriété de cet hiver. La même chose en ce qui concerne le gaz, avec des échantillons qui sont plus restreints parce que la consommation de gaz sur le périmètre choisi, il y a moins de bâtiments qui tournent avec du gaz. Mais c'est amusant de voir et constater comment est-ce que la courbe, elle, est très différente. On voit bien que le gaz n'entre pas dans le fonctionnement des process du système de la Poste. Il n'y a pas de consommation industrielle. Et donc, même dès qu'on est en période hors chauffe, on voit bien que les consommations s'effondrent normalement. Même chose, on va faire
une lecture point à point, détail par détail. Donc ça, ce sont des restitutions de ce qu'on appelle des indicateurs sur mesure qui ont été fabriqués. Peut-être que Badr, on peut juste évoquer comment est-ce que ça s'est passé au niveau du groupe qui a voulu regrouper tous ces indicateurs ensemble. Et, donc du coup, en fait, ces indicateurs, on les a bien montés, comme vous avez vu, à l'immeuble. Ils ont du coup avec la possibilité que que les directeurs d'établissement puissent avoir du coup une information à petite échelle sur les économies d'énergie qui ont été générées. Et donc ça a été aussi aggloméré à plus grande échelle. Et donc pour estimer les gains énergétiques qu'on a réalisés aux bornes du groupe. Alors, aujourd'hui, selon les 3 premiers mois de l'hiver, alors hors correction climatique, parce qu'on sait qu'on a eu un hiver plus doux que l'hiver dernier, mais c'est comme ça qu'on a réussi à estimer que le gain énergétique sur les premiers mois de l'hiver est de l'ordre de 14%, par rapport et donc du coup, on a largement atteint les 10% qui étaient visés par le gouvernement. Alors, bien sûr, l'ensemble du parc, on n'a pas les données distributeurs sur l'ensemble du parc parce que pour le coup, il a fallu quand même qu'on arrive à avoir toute la donnée liée à la télérelève. Aujourd'hui, sur le parc électrique, on a 50% de la consommation énergétique où on a de la donnée distributeur et donc ces gains sont estimés par rapport à nos 50% où on a la donnée à distance. Alors, pour faire avancer notre sujet, merci Badr. On a maintenant souhaité vous partager les facteurs de succès qui ont pu être les nôtres, aussi bien chez Sobre que dans les équipes de Postimo. Ça fait 48 mois que cette démarche est engagée, donc ce qu'on va vous présenter, c'est plutôt un retour d'expérience pragmatique et concret, sans cacher les choses qui ont été simples ou au contraire plus compliquées à mettre en place. Nous sommes dans une démarche où on découvre un peu nos métiers au fil de l'eau et c'est ce qui est passionnant d'ailleurs. Alors, Badr, du point de vue global, quelques éléments de chiffres sur le périmètre du groupe. Oui. Alors, le parc, 6 millions de mètres carrés, on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, c'est là où on retrouve nos 10 000 bâtiments, les différentes typologies, on en a déjà parlé. Quelques ordres de grandeur par rapport à la consommation énergétique du groupe. On est à 990 gigawattheures consommés par an, avec une répartition, donc l'ELEC qui est à peu près la moitié de la consommation globale du groupe. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec bien sûr une bonne partie liée aussi au process industriel. Et puis 42% concernés par le gaz, donc essentiellement du chauffage. Et encore un peu du fuel, même s'il y a eu toute une démarche de sortie du fuel depuis l'année dernière, où on a remplacé nos dernières chaudières fuel. Et donc, du coup, cette part de fuel qui va largement diminuer, mais bien sûr en faveur de la chaleur du réseau urbain, qui prend de plus en plus de l'ampleur. 130 000 tonnes de CO2 émis par an, donc un vrai enjeu de trajectoire de décarbonation du coup au niveau du groupe. Et bien sûr, comme la plupart des entreprises et des collectivités, une facture énergétique qui a complètement flambé en 2023. Pour vous donner une idée, on était à 95 millions d'euros sur 2021 et on a du coup avec les dernières augmentations des coûts énergétiques, on passe à 380 millions d'euros sur 2023 et donc avec un vrai enjeu du coup de renouveler les actions liées au plan de sobriété sur l'hiver 2023-2024. Alors, dans la présentation que nous faisons aujourd'hui, nous n'avons pas évoqué la stratégie achat au sens propre du terme, mais je crois que le groupe est engagé depuis longtemps dans une politique soutenue, agressive, et donc les prix qui sont annoncés là font en plus l'objet d'une démarche qui est plutôt maîtrisée sur la politique achat. Alors, du point de vue mise en œuvre sur le volet exploitation. Donc, sur le volet exploitation, alors un vrai enjeu lié à la data. Donc, ça fait maintenant depuis 2018 que la filiale Sobre Énergie a été créée. Alors, ça a été créé en 2018 sur 308 bâtiments. Et puis, en 2021, il a été acté
qu'on généralise du coup la démarche sur l'ensemble du parc et donc avec l'analyse de toutes les données facturation et des données distributeurs. Ensuite, il y a eu, aujourd'hui, on a 1500 actions qui sont réalisées de communication et de sensibilisation, notamment avec le déploiement des éco-gestes dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis 5500 actions d'exploitation, réglage sur la campagne d'automne 2021, donc avec tout un système du coup de création des demandes d'intervention qui sont envoyées systématiquement à nos FMR pour actionner toutes les démarches du coup de préventif sur les équipements de chauffage notamment. Et puis du coup en complément sur les aspects plutôt CAPEX, l'outil du SME et du décret tertiaire, donc avec tous les audits énergétiques et toute l'organisation des CAPEX en lien avec le décret tertiaire. Donc, pour revenir sur notre retour d'expérience en deux grands thèmes, le thème des data puis le thème des équipes, nous avons fait une synthèse assez rapide des éléments auxquels il faut être particulièrement vigilant. Alors, de temps en temps, certains pourront dire qu'on enfonce des portes ouvertes, mais c'est bien de le faire et il faut continuer aussi à être réaliste sur la mise en œuvre de ces grands projets. Donc, le premier thème qu'on va aborder, c'est celui de la fiabilité des data. Et même si c'est le métier de Sobre et que des exigences de nos clients sont là, on a à apprendre et à faire des efforts en permanence pour que ça se sophistique et que les choses soient de plus en plus efficaces. Donc, il y a la question de la complétude des données. Quand on parle d'un parc aussi vaste, la nécessité d'avoir un référentiel le plus précis possible en termes de savoir bien où sont les compteurs, à quelle adresse, avec qui, avec quoi, quel fournisseur. Eh bien, même si on semble penser que ce sont des choses assez triviales, il s'avère que quand on rentre dans le détail, ça n'est pas toujours le cas et qu'il y a un gros travail de vigilance à avoir dans ce domaine. Tout le monde l'a vécu dans le cadre du décret tertiaire où il a fallu chercher beaucoup d'informations précises à droite et à gauche. On se rappelle rapidement qu'on a deux gros flux de données en ce qui concerne les data énergétiques. Le flux des fournisseurs, qui a le mérite d'être assez exhaustif, mais qui arrive tardivement. Donc, le temps que les factures soient émises, eh bien, on n'a pas des consommations extrêmement court terme. Inversement, les flux distributeurs, notamment sur l'électricité et le gaz, grâce à Enedis et GRDF, sont beaucoup plus rapides à récupérer, mais malheureusement ne sont pas non plus exhaustifs aujourd'hui, avec notamment la question des ELD et des différentes distributeurs qu'on peut retrouver à droite et à gauche, notamment en région. Ensuite, on a des parties prenantes. On a des acteurs FMR, des acteurs multitech ou property manager, et donc tout le monde doit parler ensemble. Et il s'avère que même si les ambitions sont là, ça nécessite beaucoup de précautions. Donc, ce sujet de la data, il est remis en cause tous les jours. On passe notre temps à essayer d'aller chercher le plus de détails possible et le plus de précision. Et c'est un vrai casse-tête. Il faut rappeler que les données qui sont mises à disposition sur le marché à ce jour ne sont pas normalisées et qu'on n'a pas vraiment de standards, malheureusement, qui sont encore en place. Et donc, espérons que l'arrivée de données open data permettra demain matin d'avoir quelque chose de plus standard et utilisable par tout le monde. Concernant les data, il y a un deuxième axe, c'est que on brasse énormément de données, beaucoup de données dans beaucoup de domaines, et on a toujours envie de communiquer beaucoup de choses à tout le monde. Et en fait, l'expérience, là aussi, c'est une porte ouverte, mais amène à avoir des tableaux de bord qui soient les plus simplifiés possibles et surtout qu'ils soient le plus déclinés possible en fonction des besoins de chacun. Donc, un directeur d'établissement n'a pas les mêmes besoins qu'un exploitant d'exploitation. Et aussi, la vision locale doit être détaillée par rapport à des visions globales qui n'ont pas les mêmes points de focale. Et on essaye trop souvent, et c'est ce que nous sommes en train de raffiner petit à petit avec ce recul et ces 4 ans d'expérience. On a souvent des indicateurs qui veulent en faire trop, et il vaut mieux franchir les étapes par des marches successives. Et puis, allons chercher des indicateurs qui soient faciles à lire, visons plutôt la data visualisation avec des icônes et avec des choses qui soient simples, plutôt que vouloir être trop dans le détail.
La troisième étape, c'est qu'il faut faire attention à ce que les gens utilisent ces données. Et donc, c'est en lien avec leurs objectifs, bien sûr, mais ce ne sont pas des données dont on a l'habitude avec lesquelles on a l'habitude de travailler tous les jours. Et donc, il est important de mettre à disposition des utilisateurs des outils de formation, des outils de ticketing, être présent sur le support, parce que en fait, une facture énergétique ou l'attitude ou le mode de fonctionnement d'un bâtiment, eh bien, c'est pas tous les matins qu'on regarde ça sur son iPhone. Et donc, entre deux, il se peut que les usages nécessitent d'être réappropriés. Et donc, il faut faire attention à ce contexte d'exploitation. Alors, une fois qu'on a abordé le sujet de la data, il faut se poser aussi la question liée à la meilleure motivation des équipes chez nos clients. Et donc, on n'y a pas échappé avec le territoire de La Poste, parce que c'est un groupe qui est extrêmement dense en nombre de personnes, bien sûr, mais en nombre de situations, beaucoup de filiales, beaucoup de périmètres de fonctionnement qui n'ont pas les mêmes enjeux. Et donc, on s'est aperçu que l'effort à produire pour coordonner les actions entre nous, le siège du groupe La Poste et les différentes régions ou organisations, eh bien, on n'en fait jamais trop. Et c'est important de multiplier les communications, de les répéter, de revenir sur les sujets. Nous sommes dans un sujet de change management au sens le plus traditionnel du terme. Et donc, même si les motivations des uns et des autres sont très présentes sur ces sujets de transition énergétique, il s'avère quand même que ce sont des sujets complexes et que tout le monde n'a pas que ça à faire en général. Et donc, il faut retourner, refaire, retourner et être très présent avec l'ensemble des équipes. L'alignement des objectifs est un autre axe majeur. Et je dois remercier et féliciter La Poste pour cette dimension, puisqu'ils ont eu depuis longtemps la volonté d'inscrire des objectifs liés à la transition énergétique, qui sont même des objectifs détaillés dans le domaine des consommations énergétiques. Et donc ces objectifs-là nous permettent de servent de guide tout au long de l'année, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en même temps, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas des objectifs qui soient distendus. Donc, l'objectif ou la lecture d'un objectif au niveau d'un siège n'est pas le même que celui d'une région et évidemment pas celui au niveau d'un bâtiment. La lecture des priorités d'investissement ou des priorités d'exploitation doit devenir prioritaire. Et il faut absolument que cette coordination ait lieu et soit menée en permanence. Attention, remontée des informations au siège, coordination des actions. On a besoin d'être une cheville ouvrière dans ce domaine-là et ça ne concerne pas toujours que la transition énergétique, mais d'une façon générale, on n'y échappe pas. Et puis, le dernier élément, c'est que les équipes ont besoin de comprendre de façon très précise ce qui fait l'objet des contrats et des engagements qui sont pris les uns et les autres. L'histoire, c'est qu'un projet de transition énergétique aussi ambitieux que celui-là n'a de sens que si tout le monde s'y engage. Donc, nous, sobres, on peut faire notre métier avec beaucoup de passion. Et on a besoin d'embarquer avec nous toutes les équipes chez nos clients et les équipes, elles aussi, ont besoin de s'engager sur la manœuvre. Badr pourra sans doute revenir sur ce sujet, la transition énergétique étant un des cas. Mais donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? Quels sont les objectifs? Quel est le contenu de la mission? Comment est-ce que le soutien opérationnel peut avoir lieu au niveau local ou au niveau régional? Et souvent, on pense que les choses sont implicites et elles ont besoin d'être dites et redites et chacun doit s'améliorer. Nous, les premiers, année après année, on essaye de faire de mieux en mieux pour bien comprendre les contraintes qui sont celles de notre client. Donc, des projets qui sont pleins d'ambition, mais la dimension, c'est et tant mieux, elle repose aussi sur l'engagement individuel et collectif, sur les équipes et les hommes. Et donc, ça ne sert à rien de brasser des tonnes de data si les hommes et les femmes volontaires ne sont pas correctement embarqués dans la mission. Et c'est sans doute le plus gros retour d'expérience que nous avons aujourd'hui à partager avec vous. Badr, de votre côté, vous avez
une lecture des choses là aussi particulière et je pense que ça mérite qu'on y revienne tranquillement. Donc, sur les impacts financiers à court terme, on en a parlé donc sur l'hiver, sur les premiers mois de l'hiver, moins 14% d'économie d'énergie, et puis qui reflète une baisse du coup sur les 2 ans de moins 6% de la consommation énergétique. Le pilotage du plan de sobriété, on en a parlé, avec du coup des indicateurs qui nous ont permis donc d'avoir de la visibilité au mois le mois sur l'évolution de la consommation. Un impact organisationnel chez les clients. Alors, on l'a vraiment senti avec la mise en place du plan de sobriété. Euh, la dynamique s'est beaucoup accélérée auprès des différentes branches du coup du groupe. Un vrai enjeu, notamment lié à l'augmentation du coût énergétique. Il y a eu une vraie mobilisation générale sur le sujet, avec bien sûr un enjeu aussi. Hérald en a parlé, le management de la data. Ça nécessite quand même de la compétence technique en interne et donc un vrai enjeu de formation de nos collaborateurs en interne pour pouvoir utiliser cette data. Plusieurs référentiels qui se joignent. En fait, en bout de chaîne, quand on prend la facture et quand on prend la data, forcément, ça se croise pas. Mais c'est parce que est-ce qu'on parle de la même data? Donc, il y a un vrai sujet du coup de compétences, y compris chez nous en interne, pour faire monter, pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'il y a derrière nos données du coup dans nos systèmes d'information. Et puis, du coup, alors on a aussi engagé toute une démarche du coup pour sensibiliser les occupants, notamment Cube, où du coup on a reçu énormément de trophées l'année dernière. Pourquoi? Parce que du coup, ça permet. Alors Cube, c'est un concours où plusieurs bailleurs participent, où on va aller chercher les gains énergétiques bâtiment par bâtiment, et donc avec un un souhait que l'ensemble des parties prenantes dans la consommation énergétique soient intégrées au concours. Donc, ça va aux occupants, aux directeurs d'établissement, mais aussi aux équipes techniques. Et donc ça permet aussi de favoriser la dynamique de l'ensemble des parties prenantes. Et puis, du coup, bien sûr, c'est un des piliers de l'immobilier durable au niveau du groupe, donc à des engagements RSE et qui sont du coup intégrés à la stratégie de l'entreprise. J'insiste encore une fois sur tous les aspects liés à la formation et à la montée en compétences des collaborateurs sur les sujets d'énergie. On voit que du coup, la thématique a pris énormément d'ampleur depuis maintenant 2-3 ans. Et donc, pour pouvoir atteindre nos objectifs en matière de management de l'énergie, il faut de la compétence technique et donc accompagner nos équipes en termes de plan de formation sur ces sujets. Merci Badr. Alors pour peut-être nous projeter, voilà la vision de votre stratégie immobilière peut-être d'ici 2030. Alors, Je te laisse nous ouais, faire part. alors, donc on voit bien, hein, la filiale sobre a été créée en 2018, mais c'est issu en fait de plusieurs actions en matière de management qui datent depuis 2010. À date, la politique immobilier durable, elle est organisée en 4 piliers. Énergie, dont le management de l'énergie. La partie climat, donc c'est essentiellement comment on va réussir à décarboner notre parc, à horizon 2030, mais bien au-delà, 2040-2050. Un pilier sur l'économie circulaire, gestion des déchets, gestion des déchets, réemploi des matériaux et matériaux biosourcés. Et puis un pilier sur la biodiversité. On est engagé aussi sur toute une démarche d'amélioration de nos espaces verts avec un objectif d'amélioration d'1 million de mètres carrés à horizon 2030. Et donc, avec un enjeu 2030, moins 35% de baisse des consommations de GES sur le parc patrimonial et moins 20% de baisse des consommations à 2030, sachant qu'on a déjà fait la moitié du parcours entre 2010 et 2017. Et donc, du coup, on répond aux enjeux du décret tertiaire à horizon 2030. Et puis, du coup, il y a une multitude d'actions d'ici 2030 pour piloter ces trajectoires.
Quelques exemples, Sortifuel, on en a parlé rapidement tout à l'heure, où depuis 2021, on s'est engagé à sortir du fuel en 2023. Il va y avoir le sujet de la bascule, notamment du gaz, qui va arriver et qu'on essaie d'anticiper à chaque fois qu'on a des chaudières qui sont vétustes lors des remplacements des chaudières. Le sujet des IRVE qui va reprendre, qui va prendre de l'ampleur et qui nous anticipe, enfin qui nous met la pression pour qu'on ait un maillage du coup des bornes de recharge sur l'ensemble du territoire. Les travaux de rénovation énergétique, ce que je vous disais tout à l'heure, orienter nos capex avec une vision à l'immeuble sur nos actifs les plus stratégiques, et puis tout ce qui est plutôt achat, fourniture d'énergie, comment on arrive à optimiser nos achats du coup d'énergie, verdissement de l'énergie par des PPA, et puis une politique de CPE sur certains actifs. Merci Badr de cette transparence et de cette partage d'ambition. Alors nous arrivons tranquillement à la fin de notre exposé et peut-être pour conclure, 3 mots-clés finalement assez simples à retenir et en tout cas qui sont notre meilleure synthèse. La transition énergétique, heureusement, malheureusement, on ne sait pas, mais il faut bien considérer que c'est un investissement. Un investissement évidemment en OPEX, en CAPEX, mais aussi en énergie humaine, en temps. Et nous sommes en train de partir dans un projet dont le ROI sera certainement présent, mais il va falloir de l'énergie. Le deuxième sujet, c'est que, et ça pourrait sembler naïf d'afficher ça de façon aussi transparente, mais la transition énergétique telle que nous la vivons aujourd'hui est une nouvelle expérience qui mobilise une très grande quantité d'acteurs dans différents domaines et qui viennent consolider leur savoir-faire pour bâtir un nouveau métier. Et donc, ce que nous savions faire il y a 4 ans, eh bien, nous sommes tous les jours en train de découvrir des nouveautés, de voir comment est-ce qu'il faut transformer, mieux mettre en œuvre, être plus efficace. C'est le début du chemin. C'est d'ailleurs ce qui rend les choses passionnantes. La troisième étape, c'est que très clairement, la transition énergétique est aussi une affaire de conviction. Il faut y croire. On a tous assisté à des démarches un peu volontaires. Baissons la température dans les bureaux et puis ça va tout régler. On sait bien que l'histoire vraie et la réalité de la situation est plus complexe que ça. Mais si en même temps on n'avait pas des convictions et si on n'était pas persuadé qu'en baissant la température on va faire des économies, eh bien les choses ne se transformeraient pas, elles n'évolueraient pas et nous en serions toujours là où nous en étions au début. Et donc il faut regarder des sujets dans le rétroviseur, féliciter ceux qui ont lancé ces manœuvres-là il y a déjà quelques temps, qui ont cru, et nous sommes, nous aussi, toujours les acteurs de cette conviction. Et en tout cas, ce sont ces 3 sujets-là qui nourrissent notre expérience chez Sobre et qui, de façon assez sobre, évidemment, nous permettent de faire transformer le système et aller vers une version plus efficace de la consommation d'énergie. Eh bien, Badr, je te remercie de ton aide et de ta contribution sur ces échanges. Selon mon chronomètre, nous en sommes à 43 minutes, donc nous sommes tout près de l'objectif fixé. Je retourne peut-être vers nos auditeurs, entre guillemets. Y a-t-il quelques interrogations, questions? Est-ce que des questions se sont posées au fil de l'eau? Et je vous propose de vous donner la parole. Merci à tous les deux pour cette présentation très claire. On a une première question, notamment parce que vous parlez d'affaires de conviction. Justement, comment avez-vous fait pour convaincre finalement, parce que vous avez un nombre, enfin en tout cas un nombre de salariés assez important. Est-ce que vous avez identifié des ambassadeurs au sein de la Poste Immobilier pour porter ce projet? Alors, aujourd'hui, il y a eu toute une communauté qui a été montée par le groupe avec des référents pour l'ensemble des filiales du groupe La Poste. Donc, alors,
essentiellement représentés par la direction RSE de chaque branche. Donc, la Banque Postale avait ses propres ambassadeurs. Le réseau de nos bureaux de poste, pareil, avait ses propres ambassadeurs. Et donc, il y a eu une animation hebdomadaire coordonnée par le groupe La Poste sur l'ensemble des sujets liés au plan de sobriété. Et donc, du coup, avec qui a repris cette équipe de coordination, qui a repris bien sûr la direction de la communication interne et externe, la direction technique, et puis les différentes directions RSE pour que chacun puisse déployer en fait tous les supports qui ont été mis en place au niveau du groupe auprès de chaque filière. Et donc, avec un enjeu, sensibiliser les acteurs quotidiens et les occupants du coup de nos immeubles avec toute une com interne qui a été enclenchée là-dessus. Merci. Et au niveau des formations, qu'est-ce qui est mis en place au sein de Sobre Énergie pour justement aller former ces équipes techniques? Alors ça, c'est une question intéressante, évidemment. Avant de vouloir aller former les équipes à l'extérieur, il faut que nos équipes aussi se forment. Ce qui m'amène à dire que nous avons la chance de voir autour de nous des jeunes équipes qui sont pleines d'efficacité, mais qui ont besoin d'éprouver leur savoir-faire à des situations réelles. Et ça, c'est plutôt chouette et chic de leur part de prendre ces positions-là. Mais en même temps, on a des programmes de formation internes qui sont en train de se déployer, que ce soit des formations certifiantes, je pense à l'OPQIB par exemple, je pense à des formations autour de différentes solutions, de logiciels et autres outils que nous exploitons. Et puis, ce sont aussi des retours d'expérience avec des programmes qui sont portés ou supportés par un certain nombre d'acteurs qui, eux, plus expérimentés, viennent partager leur savoir-faire en interne. Donc, on essaye tout au long de l'année de garantir un niveau de montée en compétences auprès des équipes. Derrière la formation qui est proposée avec nos clients, alors la situation de la Poste est un peu particulière puisqu'il y a longtemps que nous travaillons ensemble, mais quoi qu'il en soit, il faut toujours continuer à remettre en cause la formation, notamment sur l'exploitation, l'outil, les différentes étapes. Et puis, la formation, c'est aussi le retour d'expérience. Donc, c'est là où c'est enrichissant, c'est qu'au bout d'un moment, on reprend ce qui se fait de mieux et on essaye de transformer aussi nos métiers pour qu'ils soient le plus adaptés possible et de façon très constructive. Pour reprendre un petit peu la question des objectifs, donc la Poste a atteint ses objectifs de moins 10% de consommation cet hiver. Quel objectif avez-vous pour l'hiver prochain et comment poursuivre la trajectoire ou même aller plus loin? Alors, les objectifs sont pas encore déterminés, mais en fait, la réponse est vu l'enjeu financier qu'on a. Hein, je vous rappelle le chiffre, 95 millions d'euros, le coût de l'énergie en 2021, VS 385 millions d'euros sur 2023. Donc, en fait, c'est sûr qu'il va falloir que, en fait, tout ce que je vais vous dire, chaque mégawattheure d'économiser, c'est plus de 300 euros d'économiser. Donc, l'enjeu, il va être clairement financier. Une question Alors, aussi sur… Pardon, excusez-moi, peut-être en complément. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail, mais typiquement, il y a tout un plan d'investissement. Alors, j'ai beaucoup parlé des investissements à l'immeuble liés au décret tertiaire, mais on a aussi organisé des campagnes, on va dire plutôt horizontales, des campagnes à l'échelle du parc, notamment par exemple sur du relamping. Aujourd'hui, le coût le relamping, c'est à peu près en 13 et 15% de la consommation énergétique. Donc, il y a eu tout un plan de déploiement du relamping. Par rapport au décret BAC, on va accélérer du coup la mise en place, même sur des petits sites, hein, sur parfois des petits bureaux de poste, la mise en place en fait, on va dire de mini GTB qui nous permet du coup d'avoir des objets connectés qui nous permettent du coup avec des capteurs d'ambiance, etc., mieux calibrer l'utilisation du coup de nos radiateurs. Voilà, il y a tout un plan d'action, y compris sur l'ensemble du parc, pour optimiser la consommation énergétique. Pour vous donner une idée, 120 millions d'euros de travaux pour les branches. Les travaux propriétaires, donc tout ce qui est GRGE, c'est 60 millions d'euros.
Et on a à peu près 50% de nos investissements propriétaires qui sont orientés du coup sur les enjeux énergétiques. C'est entre 25 et 30 millions d'euros tous les ans. C'est énorme. C'est énorme, oui. Une question sur les audits. Combien d'audits ont été réalisés pour la Poste par Sobre Énergie et comment fait Sobre concrètement pour accompagner la Poste dans la mise en œuvre des actions de rénovation énergétique préconisées? Alors, nous avons réalisé depuis quelque temps un peu plus de 70 ou 80 audits sur différents sites, sur différentes thématiques, que ce soit des thématiques liées aux travaux, mais aussi aux environnements réglementaires. Je pense aux différentes branches, différentes étapes des audits d'ADU qui ont été valorisé notamment sur cette obligation qui, à l'origine, n'a rien à voir avec l'énergie, mais on en a profité pour que ces audits soient efficaces et qu'ils aient ce double effet. Et puis, nous avons décliné ces actions non seulement sur des phases d'audit sur site, avec des visites évidemment, mais aussi il y a tout un travail qui se mène régulièrement auprès des régions, dans ce que nous appelons les revues régionales, dans lesquelles un certain nombre de sites ont fait l'objet d'interventions récurrentes et régulières tout au long de l'année. Nous avons fait le choix de concentrer notre tir à partir de 2023, c'est-à-dire que les retours d'expérience nous montrent qu'il vaut mieux avoir des actions très concentrées sur un nombre de sites plutôt réduites, mais des actions qui soient approfondies avec une démarche de forte proximité et que, de toute évidence, ce sont ces effets-là qui sont les plus efficaces. Donc, il vaut mieux en faire peu ou moins, entre guillemets, bien choisi, plutôt que de saupoudrer des actions sur tous les bâtiments les uns après les autres. Je crois que l'effet d'entonnoir qu'évoquait Badre tout à l'heure s'avère être la clé du succès. Merci. On n'a visiblement pas d'autres questions. Si, on en a une dernière. Combien de fournisseurs à la Poste aujourd'hui? Combien de fournisseurs avez-vous à gérer? Alors, il y a eu tout un travail du coup d'homogénéisation de nos contrats. On est passé de 450 contrats il y a encore 4 ans à 20 contrats avec 6 prestataires. Donc, donc il y a eu tout un travail du coup de globalisation de nos achats. Pourquoi? Pour du coup, avec la mise en place par exemple d'une GMAO qui a été imposée à l'ensemble de nos prestataires. Alors, pour notamment mieux identifier nos équipements techniques, la vétusté de nos équipements techniques et du coup de mieux orienter ce qu'on se disait tout à l'heure, quand il faut aller, enfin, avoir une démarche du coup, une démarche de déploiement en fait d'une politique de sobriété. Et du coup, c'est plus simple quand vous avez 6 prestataires en face que 400 prestataires en face. Donc, il y a eu un gros travail de prescription et d'homogénéisation de nos contrats. Et aujourd'hui, on a 6 prestataires pour 20 contrats avec des allotissements géographiques. Alors, pour compléter la réponse, du point de vue énergétique, je pense que le périmètre du groupe fonctionne avec 2 grands fournisseurs, je n'ai pas besoin de les citer là, mais qui représentent en électricité et en gaz près de 90% des dépenses du groupe. Donc, il y a un effet très fort en termes de concentration. Malgré tout, le groupe n'échappe pas à l'organisation du marché en France et notamment un certain nombre de régions ont des organisations propres. Je pense à nos régions est de la France, autour au contraire du bassin aquitain, où il y a des fournisseurs locaux qui ont une histoire et qui sont présents et donc qui font partie de cette multiplication de situations qui est nécessaire. Donc, on reste quand même sur un foisonnement important. Je pense que l'inventaire du nombre de fournisseurs énergétiques du groupe, nous sommes à près d'une quarantaine de fournisseurs, même si 2 sont très consommateurs. Ouais. Alors, juste peut-être pour éclaircir le sujet, ma réponse sur les 20 contrats avec 6 prestataires, ça concernait toute la partie multitechnique FM. Voilà. Sur la partie fournisseur d'énergie, en effet, Herald, c'est bien 2 fournisseurs, plus quelques fournisseurs locaux. On a déjà concentré les choses pas mal. Mais on ne concentre pas plus que l'organisation du marché peut le faire, parce que certains endroits, vous n'avez pas le choix de vous adresser aux acteurs locaux.
Voilà, écoute, Badr, je pense que nous arrivons au bout de notre questionnement. Je te remercie encore une fois au nom de toute l'équipe Merci à Sobre vous. d'avoir participé à cet échange. Et donc, pour ceux et celles qui nous ont entendus aujourd'hui, eh bien, merci de votre écoute et puis à votre disposition pour d'autres interrogations. Ok. Merci. Merci, Merci merci à à tous les deux. On vous donne, pardon, Badr, allez-y. Non, non, c'était juste pour vous remercier. Et puis, à Eh bientôt. bien, merci, au revoir à tous. À bientôt. On vous donne rendez-vous donc à Bordeaux du 23 au 25 mai lors des Assises européennes de la transition énergétique où on sera présent effectivement avec le groupe La Poste et on présentera un peu plus en détail notre logiciel de management énergétique en animation sur le stand. Merci à tous. Merci, au revoir.